Non, mais avec plaisir. Alors, moi, je préside un groupe de prestations de services positionné efficacité commerciale dans le domaine de la santé et de la beauté, dans lequel il y a deux activités. Suppléactive qui met en place des forces d'externalisation commerciale, à la fois en sell-in, hein, c'est-à-dire avec des équipes commerciales B2B de délégués pharmaceutiques, par exemple, et à la fois en sell-out. Pharma Animation est un de nos concurrents sur l'animation commerciale, puisqu'on est un gros faiseur d'animation commerciale, mais on met en place aussi des équipes de formation, des équipes officinales et de merchandising d'exécution. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, avec Labo Pharma Conseil, on a 4 produits. On fait de l'édition professionnelle. On édite une référence qui s'appelle l'Observatoire des groupements et enseignes de pharmacie, qui a 15 ans. On travaille sur la 15e édition qui va sortir en mars 2023, où on répertorie l'ensemble des groupements et enseignes avec une analyse qualitative et quantitative des groupements. Derrière, on a un cercle de réflexion avec 25 directeurs commerciaux de la pharma qui s'appelle les rencontres LPC sur abonnement. Et puis ensuite, on fait du conseil opérationnel, voilà, de la stratégie commerciale, de la politique tarifaire. On fait de l'audit de force de vente aussi. Et puis, on fait de la formation des équipes sur technique de vente, technique de négo, merchandising et catégorie management. Voilà, le groupe m'appartient. On intervient, notre circuit primordial d'intervention est la pharmacie et la parapharmacie, mais on intervient aussi beaucoup dans le sélectif et dans le retail bio en fonction des métiers et des catégories de produits. Voilà. Le décor est à peu près planté. On a des grands clients, hein, des groupes comme l'Occitane, des groupes comme Léa Nature, mais on a aussi des sociétés plus moyennes et plus petites, hein. C'est ainsi qu'on a accompagné Horace dans son développement et qu'on accompagne Horace dans son développement, puisqu'on a monté pour eux la force de vente et que là, on vient de la doubler. Voilà, et qu'on a des résultats assez exceptionnels. Donc voilà, on a aussi dans notre choix, c'est de regarder les marques qui sortent et qui peuvent être les marques de demain. Voilà, aussi, dans notre approche. Et après, effectivement, on a une expertise sur les circuits de distribution, quels sont-ils, quel poids, comment les aborder. Et quelque part, nous, on est un spécialiste de gamme longue, à forte technicité, à forte innovation, à rotation plus lente, mais aussi à conseil plus fort. Voilà. Et on intervient de la médication familiale au dispositif médical, au complément alimentaire, phytothérapie, aromathérapie, huile essentielle, jusqu'à la cosméto et la dermocosméto. Voilà, on est dans ces grands univers-là. Ok, merci beaucoup. Alors, Et Aurore donc, et Maxime travaillent avec vous. exactement, je vais les laisser se présenter. Donc bonjour, Aurore Sylvestre, je suis la responsable marketing et communication pour Suppléactive et aussi pour Labo Pharma Conseil. Merci. Vous m'entendez? Oui, Très bien. Bonjour, Maxime Paulin, je suis créateur de contenu digital chez Suppléactive. Je suis un petit nouveau, je suis arrivé en septembre. Je suis alternant, je suis dans une école de commerce, je suis en dernière année également de master marketing vente. Et voilà. merci. À vous, les filles, qui veut se présenter, parler de soi, de son produit. Oui, bah, je veux bien commencer. Je vais mettre la vidéo comme ça, vous allez me voir. Voilà. Bonjour à tous, bah, merci beaucoup pour l'invitation, Kodou, et ravie de découvrir Suppléactive. Alors moi, je suis Aurélia Bré, j'ai fondé Cap Botanica, qui est une marque de soins pour la peau. Donc je l'ai fondée en juin 2020. Et ce sont des soins qui sont aux plantes françaises, en permaculture. Et la particularité, c'est qu'il n'y a pas d'eau ajoutée dans les soins. Du coup, c'est plus concentré en actif. Donc, quand vous parliez de circuit long ou de rotation longue, je crois que vous parliez peut-être enfin, je sais pas, est-ce que vous parliez de combien de temps les clients, enfin, au bout de combien de temps, pardon, les clients rachètent les produits?
Donc moi, ce sont plutôt des soins qui durent dans la durée, voilà, voilà, pour les clients. Non, j'étais surtout sur une notion de sell-out et donc de vente moyenne mensuelle d'un distributeur. D'accord, ok. Et voilà, et bah voilà pour une courte description. Et puis actuellement, les soins sont vendus dans une herboristerie, épicerie zéro déchet, concept store. Voilà, ce sont des produits qui ont besoin d'être dans des circuits de distribution où il y a du conseil, parce que ce sont vraiment des plantes françaises et ce sont des soins qui ont des bienfaits. Du coup, il y a beaucoup de phytothérapie. Voilà. Je vais laisser la parole à la prochaine marque. Ok, ben je reprends le flambeau. Déborah, j'ai créé en janvier 2020 Rêve Parfumé, qui est une marque de parfums solides et cosmétiques naturels de voyage. Pour parler de mes canaux de distribution, on va dire qu'ils sont alors B2C en passant par mon site de e-commerce, car je n'ai pas de boutique physique, et B2B parce que je suis inscrite sur deux plateformes qui mettent en relation les marques et les revendeurs, qui sont Faire et Encore Store. Mmh. Et pour le milieu de la parapharmacie, j'étais inscrite sur le comptoir des pharmacies et Pharmedistore. Donc le comptoir des pharmacies m'a radié de la plateforme parce que j'étais pas rentable pour eux. C'est ce qu'ils ont expliqué, c'est que je ramenais pas assez de ventes annuelles pour qu'ils me conservent sur leur plateforme. Pharmedistore, je Ouais. ramène encore moins de ventes, mais pour l'instant, ils m'ont conservé sur leur plateforme. On va dire que j'ai une capacité de production qui est forte parce que je formule, mais l'usine qui produit mes cosmétiques est à Grasse. Donc, je travaille avec un artisan parfumeur, un laboratoire de développement, un toxicologue et une usine qui sont centralisées à Grasse. Donc, j'ai une capacité de production qui peut être semi-industrielle à industrielle, mais malheureusement, je n'ai pas assez de clients. Et aujourd'hui, mon activité n'est pas rentable, alors que j'ai des produits qui sont qualitatifs. Dans ma gamme de produits, il y a du parfum solide qui est le produit que je voulais phare, des huiles pour le corps, des bougies de massage et de la petite bougie d'ambiance. Et pour terminer, la particularité que j'ai voulu offrir aux clients, c'était de pouvoir personnaliser les étiquettes des produits en imposant un logo pour une entreprise ou un message, une illustration, une photo pour les particuliers. Donc, je suis très preneuse de conseils et parce que je pense que j'ai pas une force commerciale à moi-même qui est très forte. Voilà. Alors, ça pose le sujet en fait de la distribution et de à quelle distribution je m'adresse et de comment je distribue. Donc vous êtes sur un positionnement, on va dire un peu plus sélectif, c'est-à-dire en termes de circuit de distribution. Le circuit sélectif, qui est le circuit des parfumeurs, serait peut-être le circuit le plus idéal, notamment avec les Marionneau, Sephora, je sais pas, mais Beauty Success, Nocibé, voilà. C'est intéressant de regarder et de s'adresser à eux, surtout ils cherchent des marques, notamment Nocibé et Beauty Success, pour tester les marques sur leur e-shop. Hein. Ça, c'est un point important. Après, peut-être que vous avez une vocation à être dans certaines grosses pharmacies, mais pas toutes les pharmacies. Puis après, il y a la notion de parapharmacie aussi, peut-être, mais j'en suis pas persuadé. Et après, je pense que le type de gamme que vous avez pour le retail bio, je sais pas si c'est très intéressant que vous soyez dans le retail bio, qui est un circuit qui recule Oui, et puis les aujourd'hui. produits sont pas labellisés bio. Ils sont naturels, Ouais. fabriqués en France, mais j'ai pas de label. Okay. Oui, alors après, ça c'est un autre sujet un peu plus compliqué pour le consommateur qui fait pas la différence entre un produit bio et un produit naturel et qui se mélange les pinceaux avec les labels. Mais ça, Aurore pourrait vous en dire plus. Donc voilà, ça c'est une première approche que vous pouvez avoir. Juste un mot sur la pharmacie qui pourrait peut-être être plus intéressante et le circuit idéal pour la gamme Cap Botanica. Voilà. Mais c'est un circuit beaucoup plus compliqué d'accès.
Pourquoi il est compliqué d'accès? Parce qu'en France, il y a 20 000 pharmacies. Globalement, il y a 4 500 pharmacies qui font 80% du marché de la beauté. Et il n'y a pas de distribution très centralisée, conformément à la distribution sélective, hein, où vous négociez dans une centrale d'achat un assortiment des produits. Il y a certains positionnements sur le point de vente et l'assortiment descend et vous livrez l'entrepôt. La pharmacie, il faut avoir une force de vente et il faut aller chercher les pharmacies une par une. Quand on n'a pas de moyens, c'est compliqué. Donc il faut trouver d'autres voies pour pouvoir être commercialisé. Et du coup, Notamment vous, comment vous intervenez alors? Comment ça se passe pour enfin, les marques? Là, vous avez un peu les Alors, profils. Voilà, comment? euh, il faut euh, il faut avoir quand on est dans la vente directe par rapport à la vente indirecte, hein, c'est-à-dire les circuits qui sont centralisés et avec une négociation centralisée et une livraison sur entrepôt, c'est des circuits qui coûtent moins cher en approche. Par contre, vous avez un risque de ne pas rester longtemps parce que les référencements, si vous apportez pas de rentabilité, vous avez des marques qui tournent pas ou qui ont des difficultés à tourner, et c'est toujours la vraie difficulté des jeunes marques, derrière, c'est compliqué de rester. Vous voyez, le comptoir des pharmacies, vous avez déjà une première réponse et vous n'êtes pas dans cette partie-là. Donc c'est ces sujets-là qu'il faut penser. Et après, la problématique, c'est qu'un commercial en force de vente, ça coûte 7 à 8 000 euros par mois, chargé avec tout l'équipement, piloté. Et ben voilà, quand vous mettez trois personnes, c'est tout de suite 300 000 euros de budget. Et donc les jeunes marques n'ont pas les moyens de mettre 300 000 euros de budget sur ces sujets-là, sauf s'il y a des gros investisseurs derrière, comme c'est le cas avec Horace. Donc c'est une difficulté en fait supplémentaire. Par contre, vous pouvez avoir une approche un peu différente avec des agents commerciaux qui vont peut-être vous aider en fonction de votre particularité à se développer un peu au départ. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate sur les circuits de distribution et ce qui fait avancer, c'est que pour les marques, les jeunes marques, et ce qui est intéressant, je vais faire le rapport par rapport à ce que j'appelle les DNVB, hein, les Digital Native Brands, il faut développer le SEO, il faut développer votre marque et la demande sur le net pour déjà avoir une certaine notoriété. Et bon, après, la complexité, c'est que le SEO en cosmétique, il y a énormément de monde, donc le mot-clé coûte très cher. Hein. Et donc l'investissement en SEO est costaud. Voilà. Donc il faut trouver des voies pour se démarquer de façon un peu différente, étape par étape. Après, il y a toujours un peu une part de chance. Vous arrivez au bon moment. Je vais prendre un cas que je vais vous citer d'une marque qui s'appelle La Rosée, qui a été lancée en 2015, oui début 2016. Il n'y a rien d'exceptionnel entre nous, hein, les formules, il n'y a rien d'exceptionnel, mais qui a apporté une certaine fraîcheur sur le marché, une tendance du naturel qui commençait à être perceptible, et puis qui leur a permis de démarrer et d'être dans une tendance qui les a un peu inspirés, voilà, qui les a aidés à se développer. Voilà. Et vous pensez quoi de la vente à domicile? Ça permet de gagner en notoriété, puisque on peut imaginer avoir des représentantes un peu sur tout le territoire, par exemple. C'est un autre sujet, c'est une autre façon de commercialiser, de toucher et de toucher d'autres populations. Il y avait une question d'Aurélia dans le fil. Pensez-vous que les pharmaciens sont ouverts à distribuer des produits non classiques de marques moins connues? Ben, ça parle de Aven et La Rosée. Alors, comment je vais vous dire ça? Le pharmacien, qui était plutôt un conservateur, hein, en fait. Hein. Vous êtes dans un milieu scientifique, cerveau gauche développé, qui se professionnalise sur la partie retail de plus en plus, commence un peu à être ouvert avec des marques qui peuvent apporter des choses,
Mais comme tout distributeur, je vais dire que s'il pouvait ne louer que ses gondoles pour vendre les produits, il ne louerait que ses gondoles. Mais la distribution est comme ça. Que vous soyez dans la grande distribution, dans le sélectif, voilà, un commerçant reste un commerçant. Il peut être sensible. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait une réticence sur le bio parce qu'il dit qu'il n'a pas le marché pour vendre du bio. Il y a quelques gammes en bio. Il y a des gammes de naturel, voilà. Et après, il faut que l'équipe officinale soit convaincue parce que c'est elle qui va vendre le produit derrière s'il n'y a pas de demande. Voilà. Mais le pharmacien reste un peu ouvert quand même, il y a un angle parce que il cherche on voit du vrac qui se développe en pharmacie, par exemple, avec des grandes marques. On voit des choses qui sont un peu différentes, des shampoings solides, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, il est intéressé pour avoir une autre clientèle, avoir une voie de diversification un peu, et puis de rajeunir un peu sa clientèle aussi. Il l'intéresse, on le voit avec Horace notamment. Mais Horace communique beaucoup aussi derrière. Et Horace a créé une... Horace, s'il vous plaît. Eh ben, ils font une gamme d'hygiène beauté pour hommes développée par des hommes pour des hommes. Ouais, Avec un on voit à concept la très télé. différent. Je connais pas. C'est ORAS? H. Je vais envoyer ça dans le chat. Je vais l'envoyer. Ah, d'accord, merci beaucoup. Ils impactent beaucoup, on les voit à la télé. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vu Horace à la télé, j'ai fait waouh. On voit la pub avec le monsieur et le masque bleu, enfin, les C'est ça, hommes. mais en fait, c'est leur communication différenciante et notamment sur les réseaux sociaux et sur le net qui les a aidés. Mais les jeunes de votre âge connaissent Horace, hein. Moi, je connaissais pas du tout. Et quand vous questionnez autour, c'est assez étonnant d'ailleurs. Je voulais savoir, c'est quoi la marge en pourcentage pour une pharmacie ou une grande parfumerie nationale, comme on citait tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez ces Ouais, marges? vous allez en pharmacie, vous allez tourner autour d'un coef de 2, hein, ce qui va vous donner une marge de 35 à 38%. Oui, oui. Et j'aurais une question à vous poser. Vous aviez dit, vous parliez d'Horace et vous aviez dit que vous les accompagnez sans forcément rentrer dans les détails confidentiels, mais concrètement, comment ça fonctionne? Comment est-ce que vous faites, par exemple, pour les accompagner au niveau commercial, Horace? Comment vous démarchez les boutiques? Comment est-ce que vous faites pour convaincre les distributeurs de les référencer, etc., pour qu'on voit un peu à la fois la démarche commerciale pour faire référencer un nouveau produit et puis voilà, pour voir aussi comment vous travaillez. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. La première approche, c'est le discours commercial et la politique commerciale, qui doit permettre de donner envie et de convaincre le pharmacien. Et la deuxième question, c'est quel type de commerciaux on met en place sur le terrain. Alors, la stratégie d'Horace, je le rappelle, hein, elle est multicanal. Ça veut dire qu'ils ont leur e-shop, mais ça veut dire aussi qu'ils ont des boutiques en propre, hein. Il y a 3 boutiques à Paris, une à Lyon, une à Toulouse, une à Nantes qui viennent d'ouvrir, une à Lille. Donc, ils ont leur propre store qui véhicule aussi l'image. Vous regarderez, parce que vous avez peu de produits finalement en point de vente dans des boutiques assez petites, mais très valorisantes. On valorise l'homme. Et ensuite, derrière, ils ont choisi de démarcher la pharmacie. Alors, on a un discours commercial d'abord assez étoffé sur pourquoi Horace réussit et sur la cible de population adressée. Il faut savoir que le marché de l'homme, globalement, la femme, c'est 24 milliards, le marché de l'homme, c'est 1 milliard. Vous savez, mesdames, par essence, que l'homme n'aime pas passer du temps devant sa salle de bain le matin, il se rase de moins en moins. Et passer 20 minutes devant le miroir à se passer des crèmes, c'est pas son dada. Par contre, la jeune génération est beaucoup plus ouverte. Et la cible d'Horace, c'est là où il a réussi, est 18-35 ans. Et après, toute la cosmétique homme qui était en place avec des grandes marques de chez L'Oréal, au travers de Vichy, ou
ou de chez Nuxe, ou de chez Aven, est une cosmétique en fait féminine qui a été badgée homme et qui ne fonctionne pas. Horace, au travers de sa communication, a développé une gamme très différente de produits naturels, mais en même temps avec un accès prix d'accès au marché assez facile. Hein, on est sur des produits entre 17 et 32 euros, donc c'est assez accessible, c'est important. Globalement, à 95% d'actifs naturels, avec une ligne très différenciée et qui prend en soin en fait tout ce que l'homme a besoin. Donc on va du soin du visage au soin du corps, à l'hygiène, en passant par du capillaire, par de la barbe, mais il n'y a pas un accès spécifique développé autour de la barbe. Et puis derrière, il y a une explication du développement avec toute la stratégie de demande qu'ils ont créée autour du net, hein, parce que vraiment leur demande vient de là. Alors effectivement, ils ont mis quelques moyens en publicité télé, on les voit un peu autour de ça, mais qui développe l'image en fait et la demande consommateur. Et après, ça permet aux pharmaciens de rajeunir un peu sa clientèle. Et ensuite, on a établi une politique commerciale avec un nombre de références par potentiel de pharmacie qui permet d'imposer la marque et la visibilité de la marque. Et quand on voit Horace en pharmacie, en fait, ils ont quasiment une part de linéaire qui est aussi grande que le marché de l'homme, et on ne voit quasiment que. Voilà, c'est ça aussi qui fait la réussite. Avec un balisage merchandising qui prend les relais. Vous parliez, Codiou, du masque bleu tout à l'heure, et ben, qui prend le relais de ces images, de ce qu'on peut voir. Voilà. Bon, je ne sais plus combien ils ont de followers sur Instagram, mais c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si Aurore, vous avez le chiffre en tête, mais c'est assez impressionnant. Et tout ça est relayé et expliqué dans le discours. Et puis, vous avez parlé aussi du type de commerciaux Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Alors, c'est-à-dire qu'on va rechercher ce qu'on appelle des délégués pharmaceutiques, hein, donc qui visitent les pharmacies, qui connaissent le monde de la pharmacie et qui en même temps ont des qualités de vente, mais au travers de vente, de convaincre pour référencer une marque, hein, parce on est parti quasiment de zéro en pharmacie. Aujourd'hui, on doit être autour de 300 points de vente et le chiffre est exponentiel. Hein. On référence tous les mois entre 20 et 30 pharmacies, hein, donc le chiffre commence à monter assez fort. Qui vont appliquer le discours commercial défini au travers des méthodes de vente pour convaincre et référencer Horace. Mais du coup, quand vous dites on référence, c'est vous qui avez pris le relais sur cette partie-là C'est pour ça, la marque? exactement. Voilà, exactement. C'est-à-dire que l'externalisation commerciale, vous entendrez aussi le mot outsourcing, ça veut dire la même chose, et ça veut dire que nous, quelque part, on est une grosse agence de ressources humaines commerciales, et on met des ressources humaines sur les métiers commerciaux à disposition de nos clients laboratoires. Donc c'est valable aussi, on met des animatrices, on met des formatrices, on met des merchandisers, de la même manière qu'on met des commerciaux. D'accord. Et quel budget minimum il faut compter pour ça? Une personne dédiée 100% en temps plein, c'est entre 7 et 8 000 euros par mois. Chez vous, du coup? Ouais. D'accord. Et ensuite, ils sont managés et puis il y a une stratégie bien définie. Et après, on travaille sur ce qu'on appelle de la couverture de cible et donc un ciblage particulier des pharmacies à potentiel à les visiter et à convaincre de référencer. Donc la prospection est organisée. Vous mettez en place toute cette stratégie dès le départ avec la marque. Ouais. Vous entendez sur les points, les temps forts, sur une certaine période, et ensuite vous déroulez le plan d'action. Oui, c'est exactement ça. Et donc, on intègre le plan de trade marketing de la marque en support à ses moyens de communication, des moyens promotionnels dégagés sur le terrain, des opérations promotionnelles. Là, on a mis en place des coffrets spécifiques pour Noël. Après, on traite la fête des pères. Enfin, il y aura pas mal de sujets qui sont traités avec des offres produits ou des offres consommateurs. Voilà. On a mis en place aussi pour eux des animations dans les grosses pharmacies. Voilà.
pour communiquer sur les réseaux sociaux à la place des marques, du coup? Vous avez aussi un accès à leur... Alors, ça, non, ça, c'est eux qui le font, hein. D'accord. Mais ça, c'est des choses que nous, on peut faire. Par contre, sur le plan commercial, on fait ce qu'on appelle du social selling. Et donc, on a formé nos équipes, là, sur le dernier séminaire, à utiliser les réseaux sociaux professionnels pour donner de l'envie et développer les ventes sur leur région. D'accord. Avec LinkedIn, du coup, et tout ça. Ouais. Et si, excusez-moi, je suis juste un peu pragmatique. Imaginons une petite marque qui investit 7 000 € par mois. Est-ce que vous avez à chaque fois réussi à rentabiliser le coût du Alors ça, c'est une très bonne agent question. commercial? Ça, c'est une très bonne question. Nous, on a une obligation de moyens, hein. On n'a pas une obligation de résultat. Pourquoi? Parce que tout dépend de la marque, du concept, de l'accueil, du développement, et tout le monde, même si tout le monde est persuadé, et je le souhaite à tout le monde, qu'ils aient le meilleur produit du monde, hein, tout le monde n'a pas les mêmes résultats une fois installé. Dit autrement, c'est un tout, et ça veut pas dire que l'on met des produits sur une étagère que ça va se vendre. Ah, complètement, mais c'était juste par curiosité si de votre historique de résultats, vous avez à chaque fois réussi à rentabiliser la marque ou pas? Est-ce qu'il y a des marques qui ont Non, été on a des résultats très différents en fonction des marques. Et après, nous, on fait un choix aussi parce qu'on peut pas. On fait un choix qui sont des fois des paris. Donc, Aurore participe sur ces sujets-là. On analyse le marché, la marque, les produits, et on regarde si on a une capacité à les mettre en place ou pas. Ça nous arrive assez souvent de dire non. Je reçois. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, mais c'est bien vrai. Et en cosmétique, on est d'une richesse exceptionnelle. Enfin, quand je vois le nombre de nouveautés qu'apparaissent, de marques, etc., c'est assez, voilà, c'est courageux d'être entrepreneur dans ce domaine-là. J'en suis un, donc je sais de quoi je parle. Vous avez un comité de sélection, c'est ça? Ou Alors, ça s'appelle qui pas comme s'approche ça. de ça, mais en Oui, gros. oui, oui, absolument. Ouais, ouais. Aurore pourrait vous en dire un mot, d'ailleurs. Ouais, mais c'est vrai qu'on étudie en fait les marques qui nous contactent parce que oui, il y a le marché et il faut bien connaître le marché, savoir si oui ou non on peut le pénétrer. Donc c'est vrai que c'est un échange en amont aussi pour éviter de prendre une marque comment dire qui n'a pas forcément le budget aussi parce que tout dépend de la marque et du marché, mais le budget ne serait peut-être pas forcément pareil pour être référencé. Merci. Et donc, c'est pour ça il faut d'abord, dans votre réflexion, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de gérer de la frustration, mais c'est de gérer de la croissance et d'accompagner nos clients dans la croissance. Et souvent, on a, notamment les jeunes marques, à l'origine de ça, sont des gens qui s'occupent de la R&D, du produit, de la qualité du produit, et dans les business plans ou dans la façon dont je conçois ma marque, je fais mes produits ou mes gammes de ma marque, j'ai pas la vision de la distribution. Il est vraiment important de savoir, quand vous allez concevoir votre marque, où vous allez les distribuer et pour quelles raisons. Ça, c'est extrêmement important et c'est souvent assez oublié. Et parce que vous avez des marques et des consommateurs qui sont pas les mêmes en fonction des circuits. Un consommateur du sélectif est pas le même qu'un consommateur en pharmacie, par exemple, et qu'un consommateur a fortiori dans le retail bio. Alors vous avez des marques, hein, je prends une marque comme Biotherm, qui est une marque de L'Oréal, qui est vendue dans le sélectif, mais qui a une cinquantaine ou une centaine de pharmacies qui ont la capacité à pouvoir vendre ce type de marque. Voilà. Et puis après, vous avez un circuit qui recule assez fortement, hein, le circuit du bio, là, je lisais encore un article ce matin, là, recule de 18% sur les cosmétiques, là. Donc, donc ça pèse aussi. Donc voilà, il faut bien savoir comment et quel circuit vous allez vous adresser pour quelles raisons.
un peu en lien avec ça, les évolutions, bon, vous y avez aussi déjà en partie répondu. La question d'Aurélia, quelles évolutions observez-vous sur le marché du naturel bio pour être référencé aujourd'hui? Est-ce que vous avez un retour d'expérience à partager sur les modes de conso, le choix des consommateurs et distributeurs? Et Vina demande aussi pourquoi ce recul. C'est ce que vous avez déjà un petit peu évoqué, voilà. Oui, oui. Pourquoi ce recul? Parce que alors, d'abord, juste je vais refaire un petit retour en arrière. Euh, les années 2015, toutes les grosses marques et les marques fortes dans les multinationales ont eu du mal à prendre le virage du bio, du produit naturel. Par contre, ils ont été un peu secoués sur le marché par des nouvelles marques qu'on a apportées, qui étaient faites par des PME ou des TPE, qui ont secoué un peu le marché. Là, ils ont pris maintenant le virage et ils arrivent, voilà, avec des marques bio, naturelles, avec la puissance derrière qu'ils peuvent mettre et qui sont vendus dans tous les circuits, en GMS, en pharmacie, en parapharmacie, en sélectif ou dans le retail bio. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le Covid est arrivé. Le Covid a fait exploser les ventes sur Internet, ok, qui sont en train de reculer très fortement, puisque les gens reviennent en point de vente. Et la rentabilité des sites Internet n'est pas là. On a un très bon exemple qui est un des numéros en Europe de site Internet qui est belge, qui s'appelle PharmaSimple, qui arrête parce que la rentabilité sur Internet est négative. Et qui vend et qui va ouvrir des pharmacies en propre. Donc ça c'est le deuxième point et que je crois qu'Aurélie ou Aurélia hein, l'a dit tout à l'heure et quand on a des produits à conseil c'est quand même bien d'avoir les gens en face de soi qui vous expliquent, qui vont aller chercher vos besoins, quel type de peau vous avez, quel diagnostic on peut faire, qu'est-ce que je peux vous conseiller comme produit en face. Ça, le deuxième point. Et puis le dernier point, c'est que le retail bio par essence est plus cher, assez en termes de positionnement de prix, que la grande distribution vend aussi du bio, moins cher, et que les consommateurs font aussi des arbitrages. Voilà. J'ai oublié quelque chose, Aurore, ou pas? Non, non, c'est bon. Bon. Et ce qui fait qu'on a un gros recul sur le retail bio, qui était aussi un marché où tout le monde s'était engouffré. Il y avait 7000 points de vente en France, qui étaient globalement trop importants. Et donc, il y a une sélection naturelle des points de vente qui sont en train de fermer, même chez Biocop, hein, par exemple. Oui, 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 effectivement, j'ai entendu parler de Biocop qui est ouais, qui va fermer 10 boutiques. J'ai trouvé ça très étonnant parce que ils étaient enfin, je les trouve en tout cas bien installés sur le marché, un peu partout en France. Leurs clients sont quand même des clients qui sont très engagés. C'est pas juste des gens qui Oui, veulent oui, du bio ou du naturel. C'est vraiment des gens qui veulent des choses locales, voire même pourquoi pas des ingrédients issus de l'agroforesterie, du vrac, etc. Est-ce que du coup ces gens-là, enfin ces consommateurs-là, où est-ce qu'ils vont maintenant? Ils ont parce que c'est difficile de rayer de la carte ces valeurs quand même. Ce sont des valeurs qui sont très fortes. Donc est-ce que selon vous, il y a un retour en arrière de finalement, bon ben, je préfère dépenser un produit moins cher, quitte à ce qu'il pollue et qu'il soit moins sain pour la santé? Ou est-ce qu'ils vont ailleurs? Est-ce qu'ils vont, enfin, est-ce que vous avez une idée un petit peu alors oui, enfin, pour répondre à votre question, le consommateur engagé va rester chez Biocop, il a le pouvoir d'achat, il va acheter ses Biocop. Par contre, ce sont les zones de chalandise des points de vente. À force de vouloir vous implanter un peu partout géographiquement, il y a un moment donné, vous n'avez pas la clientèle pour. Et donc, sur certaines zones géographiques, en fonction déjà du tissu qui existe, concurrentiel, des fois, Biocop, ça suffit pas de s'appeler Biocop et il y a pas assez de consommateurs engagés qui veulent mettre le prix pour aller chercher certains produits. Voilà. Et certainement qu'il y a une frange de consommateurs, même engagés, qui, compte tenu des notions d'inflation, voire de rupture, hein, parce qu'il y a beaucoup de ruptures. Aujourd'hui, on a du mal à trouver certains produits, ils vont les chercher ailleurs. Déborah qui commande Botanique a ouvert son rayon épicerie bio et Carrefour s'est mis au niveau aussi. Oui. Alors, faut savoir que c'est pas le même bio non plus, hein. Voilà, quand vous, dans l'alimentaire, à Carrefour,
fait du bio et va chercher ses produits en Égypte, au bord du Nil, et quand on sait que les eaux du Nil sont les eaux les plus polluées du monde, je serais pas surpris de voir à un moment donné un scandale arriver parce que il y a des produits de qualité. Enfin voilà, mais après le prix est là. Enfin voilà. C'est la politique du pas cher. Et en ce moment, avec les augmentations de tout, ben, la cible, c'est les gens qui veulent faire des économies, hein, et C'est ils vont les ça. récupérer. Voilà. Donc, on peut l'analyser comme ça, mais je pense que le marché bio euh, est sur une phase enfin, quand je parle du marché bio, je parle du marché de la distribution bio, hein, du retail bio, et sur un plateau de maturité. Il y avait trop de points de vente pour le marché français. Et il y a un point qui est intéressant, c'est que Leclerc Bio, qui avait été créé spécifiquement pour faire du bio, arrête. Hein. Ils vont faire du Leclerc Express à la place. Ils arrêtent parce que le consommateur s'y retrouvait pas dans son positionnement. Et que s'appeler Leclerc, être bas prix et faire du bio, c'était pas compatible. Oui, et puis le bio, il est vachement décrié actuellement, hein. On commence à remettre en question les labels, comment ils sont attribués, combien il faut les payer pour avoir le. Alors, Absolument. ça, c'est un autre sujet. C'est le sujet du label, c'est pas le sujet du produit bio en lui-même. Euh, Aujourd'hui, les labels, enfin, veulent pas dire grand-chose. J'ai discuté il y a pas très longtemps avec le président de Cosme Bio. Je leur disais, mais quelle, quelle clarté vous donnez aux consommateurs? Il y en a pas. Quand vous avez 3 à 4 labels bio, euh, les gens pensent quoi? Enfin, je veux dire, ça a pas de caution aujourd'hui. Ils font déjà pas la différence entre un produit naturel et un produit bio. Bon, voilà. Et dans le bio, tout n'est pas bio. Donc, donc ça ajoute de la confusion et c'est sûr que quand on ajoute de la confusion pour les ventes, c'est pas très bon. Donc ça manque aussi de clarté sur ces sujets-là. Quand vous allez acheter un poulet label rouge, vous savez ce que vous achetez. Vous achetez un poulet label rouge et vous savez ce que le label rouge veut dire et ce qu'il y a derrière. En gros, il y a une valeur qu'il faut mettre le plus en avant possible, c'est la transparence. Je crois Oui, aujourd'hui, si on veut se démarquer. oui. C'est le discours de la marque en fait, c'est tout. Les consommateurs vont chercher plus des marques aussi transparentes sur leur formulation et sur leur technique de production. Et aussi, on parle beaucoup de marques éco-responsables. Donc ça, c'est un sujet important en termes marketing sur les produits et notamment sur le pack, parce que le pack doit être aussi un média et un vrai média en linéaire. Et donc, il doit véhiculer ces notions d'éco-responsabilité. Vous êtes beaucoup abordé, donc vous parliez tout à l'heure de cette profusion de marques. Là, 2022-2023, euh, comment ça se passe là? Les tendances ou comment vous voyez la suite? Aurélia, Déborah, elles vont regarder, réfléchir, peut-être vous contacter. Est-ce que vous êtes beaucoup contacté par des petites marques? Je vais laisser la main à Aurore parce que là, j'ai une petite urgence. Vous voyez, le Oui, direct, allez. c'est ça. Hein, je reviens dans 2 minutes. Oui, oui, allez-y. Merci. Est-ce que là, vous êtes beaucoup sollicité et comment vous voyez les choses pour 2023? Après, on a tout type de marques qui viennent nous contacter pour des projets totalement différents. C'est vrai qu'on les accompagne. On a eu il y a des marques qui se lançaient sur le marché de la pharmacie aussi, une DNBB. On les a accompagnés d'un point de vue marketing, d'un point de vue stratégie commerciale. Donc après, voilà, on échange avec toutes les marques qui nous contactent pour voir si le projet peut aboutir ou pas, ou comment les accompagner et comment on peut faire. Et donc, vous faites votre analyse. OK, là, on pense que c'est trop tôt. Reviens nous voir ou revenez nous voir dans 6 mois, un an, quoi. Par exemple, Voilà, quand c'est ça, vous aurez fait ci, ça, vous aurez passé ce cap. Et voilà. tout OK, à fait. OK, très bien. Et les commerciaux, parce que vous parliez de la force de vente de Horace tout à l'heure, il y a du multicarte, il y a du exclusif. Enfin, Alors, comment ça se passe? alors, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet du statut commercial. Oui, Déjà,
Hein. Est-ce que c'est interne ou un indépendant? Voilà, interne, ouais, exactement. Ça, c'est le premier sujet. Ce qu'on appelle l'agent commercial, il a un statut juridique de VRP. Okay. Lui, il est rémunéré au pourcentage pour développer votre marque. Par contre, comme c'est un prestataire extérieur, vous n'avez pas d'emprise sur les objectifs et il fait ce qu'il veut quand il veut. Mais il a le mérite de défricher un peu le terrain pour vous. Voilà. Ensuite, vous décidez d'avoir un commercial, soit vous l'intégrez chez vous et vous le salariez chez vous et vous le pilotez, vous lui donnez les objectifs et le discours, voilà. Soit vous décidez de l'externaliser. Ensuite, dans l'externalisation, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité d'abord d'avoir un vendeur dédié, une équipe dédiée, ok. Voilà, 100% exclusif. Voilà, le réseau est pour la marque et pour le développement de la marque. Ça a un coût, ça coûte toujours plus cher, mais les résultats sont bien meilleurs. Ensuite, il y a la notion de partager, où il peut y avoir 3 marques qui sont très complémentaires, qui a une part de voix, et les marques s'entraident pour rentrer. On utilise déjà les marques clientes pour entrer les autres marques et ainsi de suite. Voilà. Mais c'est toujours très difficile à monter parce que il faut avoir l'opportunité au moment donné que tout le monde démarre en même temps, qu'ils ont un peu de chiffre d'affaires, une assise de clients et ils partagent les coûts. Puis après, il y a ce qu'on appelle le multi, où dans le multi, vous avez une vingtaine de marques, une trentaine de marques, voilà, et le réseau vend ces marques-là, mais c'est assez compliqué parce que ça marche pas, parce que qu'est-ce qui va donner envie de vendre une marque plutôt qu'une autre aux vendeurs, et à un moment donné, la part de voix avec votre client, elle peut pas être toute la journée pour vendre les 20 marques. Voilà. Mais ça peut être très bien pour démarrer et avoir un premier fonds de clientèle. Oui, je souhaiterais vous poser une question par rapport à ça. J'avais vu un commercial ou deux commerciaux qui étaient en freelance et ils avaient un portefeuille de marques. Alors, ils en avaient pas beaucoup. Ils en avaient 4, 5, dont chaque marque était sur des secteurs différents. Il y avait de l'alimentaire, de la cosmétique. Du coup, vous conseillez pas trop de travailler avec un freelance qui aurait plusieurs marques dans son portefeuille, c'est ça? Parce que sinon, enfin, Alors non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai fait la distinction entre agent commercial et donc a priori la personne indépendante dont vous me parlez est plutôt un agent commercial, et les forces de vente qui peuvent être dédiées chez nous mais qui peuvent être multiproduits. Vous faites la différence? je veux bien que vous répétiez. Non. Je dis la personne. C'est-à-dire, vous avez plusieurs commerciaux, donc une force de vente plus importante, c'est ça? Et Non. puis C'est-à-dire que non, dans la typologie du réseau, de la force de vente, vous pouvez avoir des forces de vente qui sont dédiées, il n'y a qu'une marque, c'est dédié à la marque, qui sont partagées, il y a peu de marques, et qui sont multi, où il y a beaucoup de marques. d'accord, Voilà. ok. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez des indépendants qui sont des agents commerciaux, mais il n'y en a pas beaucoup en France, c'est un peu compliqué, qui peuvent chercher des marques parce qu'ils ont un secteur défini, ils ont 3-4 départements autour de chez eux, et ils visitent les pharmacies et ils cherchent des marques intéressantes à essayer d'implanter. D'accord. Et vous, du coup, selon votre expérience, quel est le plus utile? Alors évidemment, c'est lorsqu'on a une équipe de commerciaux internalisée, si j'ai bien compris, parce que du coup, forcément, ils ont des objectifs, etc. Les résultats sont peut-être plus probants, mais si on peut pas, à notre niveau, en tant que petite marque, avoir une équipe de commerciaux 100% dédiée aux produits de notre marque, quelle serait, selon vous, l'alternative la plus, ouais, la plus efficace? Bah, la plus efficace, vous avez une notion de rémunération de la fonction commerciale, hein, qui est essentielle, parce que elle est aussi à prévoir dans le business plan. Et quand on est une jeune marque, on n'a pas beaucoup de chiffre d'affaires, on a peu de ventes, bah, c'est compliqué de pouvoir rémunérer. Donc c'est pour ça que l'agent commercial est intéressant pour démarrer, voilà.
Parce que c'est comme quand vous choisissez une marketplace, hein, quand vous choisissez faire ou encore, s'ils vous prennent 35%, vous allez dire non, moi je peux vous donner 15% et on va démarrer. Donc c'est la même philosophie en fait, c'est le même type de choix. Oui, parce que en plus du pourcentage, en plus de la commission que prend le commercial, il y a aussi la commission qui est redonnée au distributeur, non? Bah il y a les conditions commerciales, ouais, absolument. Ouais. Oui. Donc ça, tout ça, c'est intégré dans un business plan. Hein. J'ai pas vu de question dans le fil. Oui, alors du coup, j'ai une question. Vas-y, Aurélie. Oui, vous aviez dit aussi que c'était compliqué de trouver des agents commerciaux en France. Quelles sont les raisons et est-ce que vous auriez des conseils pour en trouver du coup? Bah structurellement, le marché français. Alors je parle du marché français de la pharmacie, hein, n'est pas à l'agence commerciale. Voilà. Ça c'est un point. Et ensuite, bah il faut pouvoir couvrir une partie ou les régions importantes ou les villes importantes. Et après, enfin moi c'est un domaine que j'ai pas trop regardé, que je regarde pas parce que c'est pas mon business, mais faut regarder s'il y a des sites internet qui centralisent les agents commerciaux ou ensuite peut-être recruter sur votre site internet ou sur passer des annonces pour pouvoir recruter sur le marché de la pharmacie, D'accord. entre autres. Quand vous faites des salons, hein, sur votre stand, vous mettez une pancarte, recherche d'agents commerciaux. Quel secteur? Oui. Jusque-là, j'ai pas inventé la poudre. Hein. Non, non. Mais c'est, voilà. Oui, j'ai une question concernant Horace que vous aviez présenté comme un modèle. Horace pour se développer, alors je ne sais pas si vous avez l'info, mais Horace pour se développer comme ça au niveau commercial auprès de vous, est-ce que vous savez si ils ont eu des financements externes ou si en fait petit à petit ils ont grandi grâce notamment à vos services et du coup ils peuvent voilà, être complètement en autofinancement pour Alors, développer leur force commerciale. Aura, c'est une marque qui a été créée par deux fondateurs, qui a été lancée en 2015 et qui ensuite a derrière lui ce qu'on appelle un family office. C'est-à-dire, il y a une grosse fortune belge qui a confié des sous d'investissement à une société qui travaille avec Horace pour développer leur notoriété. Mais ils ont d'abord fonctionné sur le net. Ils ont développé des ventes sur le net de façon assez forte, qui leur a permis de faire quelques années 4-5 millions de chiffre d'affaires. Ils ont commencé à ouvrir des boutiques aussi, qui les a aidés à faire un petit d'affaires. Et ensuite, ils sont venus à la pharmacie qu'en 2021. Et derrière eux, oui, il y a des moyens. Oui, pourquoi ils sont allés en pharmacie ensuite, d'abord sur le net et en pharmacie par la suite? Est-ce qu'il y avait des contraintes pour les pharmaciens? Non, je pense que euh, l'idée de base, c'était vraiment développer la notoriété par le net. Voilà, et ensuite, en fonction du développement, l'idée, c'est de voir bah, quel circuit pouvait être adressé. Voilà. D'accord. Et effectivement, ils ont fait un choix d'aller chercher le conseil du pharmacien plutôt que d'aller chercher la centralisation à outrance chez un Sephora ou chez un Marionneau. Ils ont choisi les Galeries Lafayette comme vitrine et ils ont choisi aussi Monoprix. Oui, quand vous dites ils ont choisi, c'est aussi les Galeries Lafayette, j'imagine, et Monoprix qui les ont acceptés. Donc, est-ce que vous pensez que se développer sur le e-commerce, ça permet de gagner en notoriété, notamment en followers, etc., pour justifier d'une certaine crédibilité auprès de ces distributeurs? C'est un sujet de discussion que j'ai avec ma fille aînée qui a lancé sa marque. Oui, oui, oui. Après, en fonction, c'est pas toujours aussi facile parce qu'en fonction des domaines,
le SEO coûte cher. Nous, on a la chance, Aurore pourrait mieux vous en parler, on a beaucoup investi nous, sur une stratégie digitale, mais le SEO ne coûte pas cher parce qu'on est dans un domaine qui est une niche. D'accord, donc vous faites pas seulement du référencement naturel, mais vous faites aussi du paid advertising, non? Ouais, un peu, Sur ouais. Google, les Ouais, réseaux ouais, sociaux, Facebook, ouais. Instagram, d'accord. Aurore, un mot là-dessus? Alors, concernant notre stratégie chez Oui, Supactive, oui, effectivement, on a une stratégie AdWords simplement sur Google parce qu'on est vraiment sur un marché de niche. Donc, comme le disait Alain, c'est que nos mots-clés, vu qu'ils ne sont pas forcément beaucoup recherchés et utilisés, coûtent beaucoup moins cher. Plus votre mot-clé va être recherché, plus au clic, eh ben, ça va coûter cher à la recherche. Donc voilà un petit peu pour le. Mais chacun a sa stratégie. Nous, c'est vrai que on est comment dire, une société de prestation de services aussi sur un marché bien spécifique. Donc après, nous ne sommes pas sur tous les réseaux sociaux et on n'a pas pour le moment l'utilité de faire des campagnes sur les réseaux non plus. par contre, on le pilote en interne et c'est la raison pour laquelle le service d'Aurore est étoffé, que Maxime est là, puisque Maxime gère tous les contenus, hein. Donc blog, rédaction de contenu, blog, article, newsletter, et tout est ciblé par rapport à nos clients. Et de l'autre côté, on a une web designer qui gère tout l'aspect graphique, web et print, et les messages derrière qu'on va mettre en communication. D'accord. Mais effectivement, le savoir-faire est important. Hein, c'est pourquoi l'essence de vos produits, qu'est-ce qu'ils apportent au marché, pourquoi vous les avez conçus. Et de l'autre côté, le savoir communiquer est important. Effectivement, aujourd'hui, la force c'est que du digital, c'est que, alors, toute proportion gardée, ça coûte moins cher de communiquer sur sa marque parce qu'avec les réseaux, avec ce qu'on peut monter, voilà, ça peut aller assez vite si c'est bien mené. Et ensuite, derrière, ça permet d'apporter de la notoriété, de la part de voix, et ça permet de se faire un petit peu connaître. Voilà. Excusez-moi, je dois partir à ma deuxième réunion. Oui, je vois l'heure et je Ah pense oui, qu'on déjà a, 12h28. ouais, voilà, on a fait une petite heure comme ça. Franchement, je vous avais dit, Alain, voilà, il y avait du très concret. Déborah, bah, tu sauras contacter Alain ou Aurore si tu as des questions, il faut pas hésiter. Tu pourras Merci. nous transmettre ses coordonnées parce que, enfin, je crois pas qu'il y ait votre mail. Là, en tout cas, j'arrive pas à lire sur le Non, fond sur de l'écran. le fond d'écran, non, mais je Tapez vais. Supplactif sur le net et vous aurez tout ce Ouais, qu'il faut. D'accord, à votre attention. Ça marche. Merci beaucoup en tout merci cas. Déborah, bonne Très journée. bonne journée. Au revoir. Au revoir. Mais je pense qu'on a fait le tour. L'idée, c'était vraiment d'aller voilà, dans le vif du sujet, de parler très concret. On avait un bon exemple là à travers Horace. C'est vrai qu'Horace avait levé des fonds, hein, peut-être il y a 3 ans, j'avais entendu ça. Et ben, on revient encore au nerf de la guerre, l'argent, pour beaucoup, pour accélérer le développement ou avoir un développement, on peut faire comme ça, mais aller Alors, comme ça. oui. Alors, je vais juste donner une dernière vision Hum, pour les jeunes marques. C'est vrai que quand on est français, on vit en France, on pense au marché français. Mais le marché français est un gros marché, mais un marché où le ticket d'entrée est très cher. hum, La pharmacie, c'est compliqué. Où c'est un marché ultra concurrentiel. Cosméto, on n'en parle pas. Voilà. Il faut penser à l'export et ouvrir des marchés. Voilà. Et je pense que pour des jeunes marques, c'est aussi une autre voie, c'est-à-dire ça fait rien, oui, ça fait un peu mal au cœur de se dire on n'est pas sur son marché d'origine, voilà, mais si vous vendez ailleurs, ça va vous développer des fonds pour revenir après en France. Et oui, je pense qu'il faut pas négliger, il faut pas négliger cette partie-là. Et là, il faut aller chercher des distributeurs qui sont capables
d'acheter vos produits et de les revendre sur des pays. Il faut ouvrir des pays. Mais il faut aussi s'entourer de compétences à l'export. Donc, pour ça, effectivement, bon, il y a Business France, il y a les chambres de commerce Chambre et de autres commerce, structures, voilà. voilà. Mais c'est aussi une voie, voilà. Partir pour mieux revenir en Voilà, France avec une expérience. exactement, et faire traduire son site en anglais. C'est compris. Et du coup, rapidement, vous faites de l'export aussi, vous êtes spécialisé en France. Non, nous, on est spécialisé en France. D'accord, ok. Et particulièrement dans les réseaux de pharmacie ou aussi tout ce qui est un peu herboristerie, Ouais, voilà, enfin, nous, boutique. notre principal circuit, alors, globalement, le gros de notre business est fait en parapharmacie et en pharmacie, mais on D'accord. intervient sur le sell-out, par exemple, dans le circuit bio, on anime chez Naturalia, chez Botanique, enfin, pas mal de choses qu'on connaît. Et puis, on fait de l'animation, notamment en cosmétique, en beauté ou chez les parfumeurs, dans les Marionneaux, ou dans les Beauty Success. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Pas de souci, avec plaisir. Merci, Aurore. Merci, Maxime aussi. Alors, je vais transmettre vos coordonnées. Il y a des personnes qui ont écrit dans le groupe et bon, qui n'ont pas pu venir. On transmettra aussi les coordonnées et on va suivre aussi, peut-être, j'invite aussi les membres, quand elles verront, ce replay à se familiariser avec le site. Je trouve que c'est bien. Il y a beaucoup d'infos intéressantes. Et on va suivre aussi. Alors, vous êtes actif sur LinkedIn, n'est-ce pas? Ah ouais, ouais, on Oui. est actifs. Oui, c'est leur job, hein. Et s'ils sont pas actifs, je suis pas très content, Ça hein. va pas. Bon. Oui, nous sommes actifs, oui. Donc, bien suivre aussi ce qui se passe sur LinkedIn et les Ouais, contenus. suivez Suplactive et Labo Pharma Conseil, vous verrez, Ouais, vous aurez plein de sujets. ouais. Après, Mais c'est ce qu'on va. allez voir aussi notre blog sur le site où il y a pas mal de choses intéressantes. Très bien. Je vous remercie encore beaucoup pour votre disponibilité et les partages. Et puis, on vous dit à très bientôt. Ça marche? Merci Merci beaucoup. bien. Bonne Merci. journée. À bientôt, au Bonne revoir. journée. Au Au revoir. revoir.